Les salariés du Crédit Agricole sont en grève depuis un mois. Ils s'opposent à la suppression de la prime de vie chère pour les nouvelles recrues. Ils ont bloqué ce matin le centre d'affaires de l'établissement situé à Jarry. Le reportage d'Isabelle Hameau est à venir. Ils sont heureux d'être de retour au pays. Eux, ce sont les Antillais installés dans l'Hexagone. Au programme de leurs vacances, visite de l'archipel et doux moments passés en famille. Nous avons rencontré des vacanciers en pleine escapade. Et la Corsair Foot Academy va ouvrir ses portes aux jeunes footballeurs guadeloupéens. Une grande opération de détection de talents pilotée par un ancien footballeur international, Luxonor. Il est l'invité de cette édition. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. La justice rythme la grève conduite par les organisations syndicales de l'énergie. Le juge de l'exécution a reconnu la rétroactivité de la société IDEX Énergie, a appliqué l'ensemble des droits sociaux à ses salariés depuis le 1er septembre 2013. Le reportage de Karen Diam. Des salariés sont en grève depuis 8 mois et 16 jours sur le site d'IDEX, précisément sur la centrale Contour Global. Ils dénoncent la non-application du statut national des IEG. Le statut national des industries électriques et gazières est une convention collective particulière pour tous les salariés travaillant dans le monde de la production d'électricité. Il prévoit en somme tout d'abord un régime spécial de retraite, puis également une rémunération, puisque nous travaillons dans les départements de l'outre-mer qui est, elle, visée à 25%, rabattue sur notre net à 20%. Elle prévoit aussi également un système de retraite complémentaire et supplémentaire. Bien évidemment, elle prévoit aussi au niveau de la tarification inhérente des heures supplémentaires, mais également de ce qu'on appelle du service continu, puisque ce monde travaille en H24, 7 jours sur 7, et tout le long de l'année. Prévoit aussi également des suggestions d'astreinte avec les primes afférentes. Un statut qui aurait dû être appliqué par l'employeur à l'embauche des 2 salariés en septembre 2013. Cet employeur n'applique pas une convention collective pour laquelle, par ailleurs, il reçoit l'ensemble d'une surrémunération tenant compte des surcoûts liés à l'application de cette convention collective. Aujourd'hui, les salariés, clairement, demandent l'application rétroactive, l'ancienneté qu'il a leur déclaration auprès du système spécial du régime de retraite afférent aux IEG. Aujourd'hui, cette entreprise est condamnée. On a une entreprise qui, de par maintenant 2 ordonnances de justice, ne s'est toujours pas conformée à cette loi. Donc, très clairement, nous sommes aujourd'hui en grève pour l'application d'une convention collective. Une situation stagnante qui aura poussé la fédération à élargir son champ d'action aux autres centrales de production. Aujourd'hui, bien clairement, un certain nombre de salariés au sein des industries électriques et gazières se sont mis en grève pour cette journée de façon souple. Il n'y a alors actuellement pas de délestage sur l'île, mais il y a une consommation excessive que vont payer effectivement les différents dirigeants des entreprises soumises au statut national des IEG en termes de fuel, en termes de combustible, qui vont bien évidemment être répercutés et qui doivent l'être auprès du responsable qui est IDEX. Un employeur qui a été sollicité maintes fois selon le syndicat, mais qui visiblement est réticent à l'idée de discuter, même sous l'égide de la DIECT. Nous avons d'ores et déjà reconduit la grève jusqu'au 21. Nous allons ce soir, si nous n'avons pas un résultat concluant, c'est-à-dire une volonté de cet employeur à rentrer dans une salle négociée sous l'égide, je le rappelle, des services de l'État, qui est la direction départementale du travail, nous procéderons bien évidemment à une extension de ce conflit avec un approfondissement qui sera maintenant perceptible, puisque nous appellerons maintenant à des arrêts sur les centrales. Des arrêts qui se feront ressentir sur la distribution d'énergie et donc d'électricité dans nos foyers. Je vous le disais en titre, les salariés du Crédit Agricole sont toujours dans l'attente d'un protocole de fin de conflit. Aujourd'hui, ils sont montés au créneau et se sont mobilisés devant le centre d'affaires de l'établissement situé à Jarry pour manifester leur mécontentement. L'éclairage d'Isabelle Hameau. Ils ont fait monter la pression d'un cran aujourd'hui. Le centre d'affaires du Crédit Agricole de Jarry était la cible des salariés grévistes. L'accès du site était bloqué avec des pneus. L'ambiance était au calme et à la colère revendicative après 1 mois de grève, le plus long conflit du Crédit Agricole qui arriverait à son terme. Selon nos informations, il est prévu une rencontre demain entre la direction et l'intersyndicale pour la signature d'un protocole de fin de conflit. Et après la France, c'était au tour de l'Allemagne de subir une attaque terroriste. Lundi soir, un jeune Afghan de 17 ans, armé d'une hache et d'un couteau, a semé la terreur et fait 4 blessés graves. Un attentat revendiqué ce matin par Daesh.
Le gouvernement est-il, selon vous, à la hauteur pour combattre le terrorisme? Karen Diamin a recueilli vos avis. Mon avis personnel, le gouvernement, quel que soit celui qui sera président, il ne pourra pas gérer ça. Le terrorisme, c'est quelque chose qui frappe à l'improviste et ça fait toujours mal. Mais par contre, il y a des situations, par exemple, comme la situation, alors je vais commencer par celle du Bataclan et celle qui a eu en janvier l'année dernière, Charlie Hebdo. Ça, on ne peut pas prévoir ça, parce que c'est des attaques, ça se fait à l'improviste, on ne peut pas prévoir ça. Mais par contre, ce qui s'est produit la semaine dernière, j'ai été choqué. Ils ne sont pas assez puissants pour gérer la crise, mais en tout cas, c'est eux qui la créent, à mon avis. Pourquoi tu dis ça? On n'a qu'à voir le 11 septembre, toutes les guerres qu'ils font, qu'ils entreprennent eux, donc c'est eux qui sont responsables de ça. Et qui créent ça eux-mêmes. Non, parce que ce sont des gens qui sont très bien organisés. En fait, ce sont des gens qu'on appelle dans les Écritures sans foi ni loi. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de loi. Donc ça veut dire qu'en fait, en plus, ils sont sournois dans leur, dans leur organisation. Donc ils ne font que péter des bombes où les gens s'y attendent le moins. Et je pense que si l'être humain n'est pas, si les êtres humains eux-mêmes ne changent pas de mentalité, de façon de faire, on pourra pas, le gouvernement ne pourra pas gérer le terrorisme. Je pense qu'il a dur à faire, il y a vraiment beaucoup de travail parce qu'ils sont exposés de toutes parts. Donc en effet, il y a des choses qui peuvent être, je pense, mises en avant et améliorées. Mais on est exposé sur tous les fronts et actuellement, je pense qu'il est difficile de critiquer le gouvernement sur sa façon de gérer tout ça. Moi, mon avis perso, je pense que non, car moi je pense que Hollande veut se montrer près des autres grands pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, en se mêlant de leurs affaires et en lançant des bombardements sur la Syrie. C'est bien la Syrie, je crois. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, ils ont lancé les attentats et Daesh a voulu riposter et ils paient les conséquences, on va dire. Si on n'était pas allé clairement foutre le bordel au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, voire même en Libye pour la partie égyptienne, si on n'était pas allé là-bas pour défendre nos intérêts, nos pétrodollars, aujourd'hui on n'aurait pas des gens qui ont la haine contre notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous, on envoie des soldats tuer des gens. Alors c'est sûr que les médias nous présentent ça comme sauver la population, mais aujourd'hui c'est de la belle manipulation. C'est rien de tout ça, c'est juste défendre les intérêts, protéger le pétrole et ce que la France peut récupérer. Et après, on tue des gens pour ça et on s'étonne que finalement on a le retour de flamme et que les gens sont tués sur notre territoire. Il faut peut-être se remettre en question un jour et à ce moment-là, peut-être qu'en arrêtant d'avoir une politique extérieure colonialiste, peut-être qu'on arrivera à avoir des relations avec d'autres pays un peu plus sereines. Après s'être fait remarquer pendant la campagne des régionales, Mélina Seymour revient avec une nouvelle ambition. Cette fois, elle s'engage à faire campagne pour un autre électron libre de la politique, l'actuel ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Et Mélina Seymour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est une exclusivité ATV Guadeloupe. Vous vous êtes engagé à combiner vos forces pour faire élire Emmanuel Macron, tout d'abord pour la primaire de la gauche, dans la perspective de la présidentielle en 2017. Comment cela s'est-il passé? Comment avez-vous été choisi? Merci de m'avoir invité. Vous allez peut-être un peu vite. Emmanuel Macron n'est candidat à rien pour l'instant et certainement pas pour une primaire, en tout cas au niveau de la gauche. Une levée de fonds a été organisée pour lui et il prend ses distances vis-à-vis du président actuel. Une levée de fonds pour son mouvement En Marche et c'est ça que j'accompagne aujourd'hui. Donc En Marche, je suis donc je fais partie des 500 coordinateurs de la France et aujourd'hui effectivement en Guadeloupe, je représente cette mouvance initiée par Emmanuel Macron. C'est simple, c'est une démarche volontaire. Certains amis m'ont demandé effectivement de me rapprocher de cette mouvance qui correspond à mon combat depuis toujours, de dire que ce n'est pas un mouvement de droite, ce n'est pas un mouvement de gauche, c'est un mouvement où tout un chacun peut se retrouver pour défendre des valeurs, des projets, des convictions. Eh bien, ça correspondait effectivement à mon parcours depuis tantôt. Alors, vous disiez qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Pourtant, Emmanuel Macron, on lui doit plusieurs mesures, le travail dominical, le projet de loi Macron pour l'activité et la croissance. Il représente, tout le monde le reconnaît, l'aile néolibérale de la gauche. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces valeurs ?
Alors, moi, ce que je soutiens, effectivement, c'est la démarche, donc en l'occurrence, c'est En Marche, initiée par Emmanuel Macron. Il l'a dit, lui, il est de gauche, il l'a répété le 12 lors de son premier grand meeting avec cette mouvance, la Grande Marche. Donc, c'est dans ce mouvement-là que je me reconnais. Aujourd'hui, ce leader est la personne qui a initié cette grande marche pour la France, pour faire un diagnostic de la France et des Outre-mer français. C'est lui. Je respecte effectivement tout ce qu'il a pu faire. Il y a des discussions qui seront... Vous êtes d'accord avec toutes ces idées? Non, mais il ne s'agit pas d'être d'accord avec toutes les idées d'un seul homme. Aujourd'hui, la Grande Marche, c'est quoi? C'est aller dans plus de 500 quartiers en France, faire le diagnostic. Qu'est-ce que les Français attendent? En l'occurrence, également les Français d'outre-mer. Donc les Français ont répondu à cette question. Les premières estimations par rapport aux réponses, etc., seront fournies à la population, au peuple français dans son exclusivité à partir du mois de septembre. Donc nous attendrons ça. C'est à partir de toutes ces interrogations, toutes les réponses collectées ici et là par des bénévoles qui seront effectivement redonnées effectivement à la population. Quelles sont les idées phares de ce mouvement? Les idées phares, déjà, c'est la nouveauté en soi. Le fait de lancer un appel aux Français, ceux qui sont désireux de changer la donne politique, avec de vraies problématiques, avec de vraies réponses aussi qui seront portées, avoir une nouvelle mouvance, parce que le pays, effectivement, et Emmanuel Macron le dit très bien, le pays est bloqué. Aujourd'hui, c'est ça qui m'intéresse, dire que le citoyen doit être au cœur de l'action politique, et ce n'est pas nouveau, je le dis depuis tantôt. Mélina Seymour, l'idée n'est pas nouvelle, mais apparemment les idées, en tout cas d'Emmanuel Macron, elles ne le sont pas. Il est très contesté, ces idées sont souvent comparées à celles qu'elles seraient désuètes, des idées des années 80, dans son propre parti, une prétendue modernité qui n'est pas valable. Quel est votre avis sur ce positionnement? Quel est le parti d'Emmanuel Macron? Il n'est pas au Parti socialiste, Emmanuel Macron, donc quel est son parti? Aujourd'hui, il a lancé En Marche. Donc, il n'est plus depuis peu. Pas depuis peu, depuis les années 2000, il ne l'est plus. Donc en fait, aujourd'hui, c'est quoi? Il est critiqué. Quel est l'homme politique en France, et surtout qui appartient en plus au gouvernement de Manuel Valls, de François Hollande, quel est le politique aujourd'hui qui n'est pas contesté? Au moment où justement la population en a marre des politiques, en a marre des tromperies, en a marre de tout ça. Donc qu'il soit très contesté pour ces mesures et pour le reste, je le comprends parfaitement. Et tous les coordinateurs de France, tous ceux qui font partie d'En Marche, comprennent cela aisément. Aujourd'hui, nous proposons de partir au niveau de la population une nouvelle fois pour un projet d'ensemble, un projet qui sera, on l'espère, en tout cas présidentiel. Donc nous sommes dans cette démarche-là aujourd'hui pour écouter les Français, les Guadeloupéens en l'occurrence, pour nous ici, dans cette démarche. Donc vous l'admettez quelque part qu'il est en campagne, il est en pré-campagne? Enfin, c'est pas moi qui l'admets. Enfin, vous les journalistes, vous faites effectivement... Vous venez de le dire. Oui, non, mais j'ai dit je l'espère. Donc il est dans cette démarche-là, et puis le moment viendra où Emmanuel Macron donnera sa position là-dessus et sa stratégie. Mélina Seymour, vous n'avez pas été épargnée pendant la campagne des régionales par vos adversaires. Je pense à Victorin Lurel, à partir du qui moment vous avait où vous qualifié, faites de la politique, qui vous avait qualifié. Je termine ma question. Oui. Qui vous avait qualifié à l'époque d'opportuniste, on s'en souvient. À ceux qui seraient tentés de réitérer ces propos, quelle est votre réponse? Quels ceux? Vous me parlez effectivement de l'ancien président du conseil régional qui était accompagné de lui, d'une bande d'opportunistes. Je parle effectivement du député maire de la ville du Moule, qui était tantôt avec Lucette Michaud-Chevry. Je parle également de tous ceux qui l'ont suivi, qui étaient tantôt avec Lucette Michaud-Chevry également. Ce sont ceux-là les opportunistes. Un opportuniste, c'est celui qui se vend et qui s'offre comme ça pour un plat de lentilles. Un opportuniste, c'est celui qui accepte n'importe quel poste parce que la conjoncture le permet, ou en tout cas fluctue. On peut reprocher beaucoup de choses à Mélina Seymour, mais certainement pas d'être un opportuniste. Par contre, j'ai des convictions. Je suis une femme engagée depuis tantôt, et effectivement, mon engagement, je le paye au prix fort, mais j'accepte parce que je le fais, parce que j'ai des convictions pour mon territoire, et aujourd'hui, ça me permet de continuer mon combat, et mon combat, il est juste parce qu'il correspond à toute une frange de la population et bien au-delà. Mélina Seymour, quelle est la prochaine étape justement de ce mouvement En Marche pour la Guadeloupe? Alors, En Marche pour la Guadeloupe, En Marche pour la France, initié par Emmanuel Macron. Le grand diagnostic, tout ce qui a été fait depuis le national, prendra fin au 31 juillet. Toutes les informations collectées seront dévoilées à partir du mois de septembre. Le 27 juillet, nous allons nous retrouver à Moule.
ici, avec l'équipe, nous avons à peu près près de 100 personnes, en tout cas, qui sont dans cette mouvance. Ce sont les chiffres du national qui sont redescendus ici en Guadeloupe. Voici la démarche, voici comment nous sommes en marche pour la Guadeloupe et pour la France. Merci Mélina Seymour d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Vous savez, il y a de nombreuses familles guadeloupéennes installées dans l'Hexagone qui sont en vacances chez nous. Elles n'ont pas toujours l'occasion de venir régulièrement chez elles. Certaines en profitent du coup pour redécouvrir les charmes de notre archipel. Nathalie Dinan et Moïse Dexter ont rencontré justement ces bienheureux. On regarde. Les grandes vacances restent la période des rencontres familiales par excellence. Annie vit et travaille au Québec depuis 4 ans. Élevée à Capesterre-Belle-Eau, elle était partie faire ses études et a décidé d'y faire sa vie. Elle revient cette année car toute la famille s'est réunie. Ça fait toujours du bien de revenir à la source, toujours du bien de venir se ressourcer, voir les amis, visiter les sites, aller se baigner à la rivière, aller se baigner à la plage. Et puis après, on est requinqué pour comme repartir là où on vit et pouvoir se ressourcer à nouveau. Ça fait toujours du bien quand même. Je trouve que la Guadeloupe a pas mal changé et qu'il y a plein d'infrastructures qui se sont ouvertes, des magasins qui se sont fermés aussi, dommage. Et puis pas mal de nouveautés telles que des nouveaux sites que je ne connaissais pas, que je découvre, que je ne connaissais même pas. Et puis l'ambiance aussi a changé, pas mal d'activités pour les jeunes. Donc je trouve que vraiment ça a beaucoup amélioré. Au niveau des routes aussi, ça a changé pas mal de ronds-points où je ne connaissais pas des ronds-points, au niveau des circulations, des nouvelles voies qui se sont ouvertes. Duquesne, lui, est resté éloigné de sa terre natale 10 ans durant. Il retrouve son gosier comme si c'était hier. Quand je parle à mes amis, quand je vois la famille, etc., à part les infrastructures qui ont changé un peu, il y a des modifications. Mais sinon, on se remet vite dans le bain en fait. On ne voit pas passer, hein, le temps passe vite. Parce que là-bas, chaque année, on attend l'été. Et l'été, ben, c'est à peine 2 mois. Et dès qu'on n'était pas prêt à partir, ben, on attend encore 1 an. Ben, après, on est là, on travaille et les aléas de la vie font que. Hein. C'est une organisation après. Et cette année, il a tout mis en place pour que son fils découvre son paradis. C'est la première fois et en 2 semaines... J'ai vu la plage, j'ai vu la rivière, j'ai vu la soufrière, on a monté tout un volcan entier, on a vu le trou du volcan et on a aussi, quand on était allé à la rivière, il y avait des poissons. Et les poissons, ils étaient gros. L'eau, elle était froide. Je visite, je vois la famille, je vois les amis. Je bouge un peu à droite et à gauche, je fais les différentes plages. J'ai fait la soufrière dernièrement, chose que je n'avais pas faite pendant que j'étais au pays. Donc on apprend à redécouvrir les choses et à découvrir de nouvelles choses justement. J'ai mangé du riz, mangé du bœuf, j'ai mangé plein de choses. Des boquites. Ces vacanciers vont d'ici la fin de leur séjour faire le tour de la Guadeloupe. Ils vont faire le plein de soleil, de bonnes choses, d'amour, enregistrer des paysages et surtout ne plus rester si longtemps sans revenir au pays. Restez avec nous dans un instant. Notre invité, l'ancien champion de France de football, Luc Sonor. Il sera avec nous pour nous parler de la Corsair Foot Academy. Et puis, c'est les vacances, revue des tendances pour être les plus beaux sur les plages. Il était l'objet de peur autrefois, mais de petite touche en petite touche, il est devenu un mets bien apprécié des consommateurs. Le très venimeux poisson-lion est inoffensif dans nos assiettes. Linda Kayarsi a rencontré un chef d'un restaurant du Gosier qui nous livre une recette pour bien le cuisiner. Alors aujourd'hui, on va faire le poisson-lion au bouillon. Eh bien d'accord, là. Eh bien je commence. On prend les épices, le civre, voilà. Du roucou, voilà. Une gousse d'ail râpée, voilà. La tomate, on presse avec les mains. Il faut se laver les mains avant, hein, de toute manière. Thym persil, du piment piquant, surtout pas le piment végétarien. On va mettre beaucoup, on va mettre juste un bout. Et puis du girofle.
du girofle. Et puis on a le lion assaisonné. Puis les pêcheurs enlèvent les arêtes, nettoient bien avant et vous vendent ça vidé et puis tout est coupé. Il suffit d'enlever le caille, ça c'est comme tous les autres poissons, quoi. Bon, là, on va mettre la cocotte là. On met à roussir. On prend le poisson. On le bol. Et on prend cette sauce. C'est tout de... Voilà. On rajoute un peu d'eau. Un petit peu de sel, voilà, et du citron. Et ça y est, on fait... Voilà, et on laisse cuire. Et on laisse cuire combien de temps? À peu près 10 minutes. 10 minutes et ça donne ça. Voilà, et c'est prêt à servir. Je vais faire l'autre. Courbouillon de poisson et courbouillon de poisson. Lion. 2 petits ponches avant. Super. Je prends les couverts. Eux aussi, ils ont de la chance. 250 jeunes footballeurs guadeloupéens en herbe participeront à la Corsair Foot Academy, un stage de football impulsé par l'ancien joueur international Luxonor. Parmi les entraîneurs, le champion du monde de football 98, Christian Carambeu. Luxonor, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais quand même faire un récapitulatif. Vous êtes un ancien footballeur professionnel. Vous avez remporté le championnat de France en 1988 et la Coupe de France en 1991 avec l'AS Monaco, et vous êtes à l'initiative de ce concept, la Corsair Foot Academy. Pourquoi, comment vous est venue l'idée d'initier cette académie en Guadeloupe? Tout simplement parce que je suis parti moi-même à l'âge de 14 ans de la Guadeloupe. Ça a été compliqué parce que j'ai eu la chance d'être opéré par un entraîneur qui a pu m'emmener en France. Et tout au long de ma carrière, je réfléchissais à savoir comment moi aussi je pouvais faire venir des enfants de la Guadeloupe pour les emmener en métropole pour pouvoir parvenir à faire une carrière. Donc ça a mis du temps, ça a traîné. Il a fallu des conseils d'amis, il a fallu que je sois sûr aussi que l'on puisse véritablement monter cette académie ici. Et au fur et à mesure que les années passaient, je me suis aperçu que j'aimais tellement chez moi qu'il fallait que je fasse quelque chose aussi. C'est à l'initiative de très bons amis qui m'ont poussé. Je remercie bien évidemment les dirigeants de Corsair pour créer cette Corsair Foot Academy. Bon voilà, c'est pas très simple comme situation. Et vous avez d'ailleurs présenté votre projet ce matin à l'ensemble de la presse locale. On regarde le reportage d'Isabelle Hameau qui était aussi à cette conférence à Milénis. On regarde. La Corsair Foot Academy vit sa première édition, un stage permettant à des jeunes sportifs de 12 à 15 ans de se perfectionner. Si on part dans une histoire de détection, tout de suite tout le monde va s'imaginer qu'à la fin du stage, on va leur dire « Tiens, ton fils y part, tiens, lui il est moins bon, il ne partira pas ». Non, ce n'est pas du tout ce que l'on fait. Donc on insiste sur le terme perfectionnement parce que dans tout ce que l'on fait, les enfants, quand ils doivent aller travailler en métropole ou faire des études à l'université, ici, ils se préparent d'abord ici, ils passent le bac ici. Donc c'est un petit peu dans cet esprit-là que l'on est, c'est de se dire, on va d'abord les préparer à voir comment se font les entraînements en métropole et après seulement, on verra s'ils ont le potentiel pour parvenir à rentrer dans les centres de formation. Au programme, une préparation mentale, physique et technique intensive pour les jeunes talents. Jusqu'à vendredi, des entraîneurs de renom, à l'instar de Christian Carambeu, les accompagneront. Hier, on a démarré cette initiative et on a vu qu'ils ont eu des crampes puisqu'ils n'ont jamais enregistré ou accumulé ce genre de travail, ou plutôt des heures de travail. Donc c'était assez difficile pour eux. Mais voilà, ils intègrent petit à petit, ils écoutent. Et ça, c'est l'essentiel même
de développer un gamin, c'est l'écoute, c'est la concentration et bien sûr le respect. L'occasion pour la compagnie aérienne Corsair de valoriser et développer la compétition sportive. Une compagnie aérienne, c'est par essence quelqu'un ou une société qui lie un point à un autre, une population avec une autre, des métropoles, des gens de métropole avec des Antillais avec leurs contacts en métropole et ou même des Antillais avec leurs contacts en Afrique, dans l'océan Indien. Donc nous, dans notre ADN, on est là pour relier, on est une porte ouverte sur le monde et je crois que c'est le meilleur message qu'on peut offrir à des jeunes passionnés par le foot. Les sessions de stage se déroulent à Petit Canal, Petit-Bourg, Sainte-Anne, Bémao et Basse-Terre. À terme, chaque participant repartira avec un diplôme. Luc Sonor, il y a de quoi faire rêver de nombreux jeunes Guadeloupéens, mais on l'a bien compris, c'est une mise en bouche, un avant-goût de ce qui peut se passer si on est sélectionné. Comment va s'organiser ce camp? Ouais, tout d'abord, vous l'avez bien dit, je ne suis pas là pour vendre du rêve. Je suis là simplement pour permettre aux enfants de pouvoir accéder à l'élite, de pouvoir accéder à quelque chose de plus important que ce qu'ils peuvent vivre ici. Ça reste que du foot, hein. Mais malgré tout, les niveaux grimpent d'année en année. Nous, c'est une préparation, on dit bien c'est un stage de perfectionnement pour préparer les enfants à un départ éventuel. Ça peut être avec moi, ça peut être avec quelqu'un d'autre, hein. Mais au moins qu'ils soient prêts à pouvoir affronter ça parce que je vois trop d'enfants un petit peu s'arrêter, céder parce que ils n'ont pas eu la force nécessaire de continuer quand ils arrivent en métropole. C'est trop dur, les entraînements sont difficiles. Voilà pourquoi on a adapté ça en Guadeloupe. On leur apporte ce savoir en Guadeloupe de manière à ce que demain, je le souhaite, je l'espère, si je trouve dans mes 250 gamins qui sont en stage ici, une ou deux perles me permettant de les emmener tout de suite, je serais ravi. Alors pour ce tournoi, il y aura, enfin pas ce tournoi, ce camp, excusez-moi, il y aura Christian Carambeu, champion du monde 98. Avec également des entraîneurs internationaux, comment vont-ils intervenir auprès des jeunes? Ils vont être un petit peu le relais des éducateurs parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que c'est un stage pour les enfants, pour le perfectionnement des enfants, mais également pour les éducateurs. Voilà pourquoi j'ai tenu à avoir 5 éducateurs par site, de manière à ce que l'on puisse bien développer, de manière à ce qu'on puisse eux aussi les aider à savoir manager des enfants. Donc c'est vraiment, c'est 2 stages en un en fait pour les éducateurs. Donc mes joueurs qui sont venus avec moi, nos entraîneurs, ils sont là sur le bas-côté pour observer un petit peu le travail des éducateurs et intervenir quand il le faut pour améliorer ou alors approuver un exercice qui est fait. Comment vous avez réussi à convaincre ces champions du monde à venir en Guadeloupe? D'abord, c'est la Guadeloupe. C'est un pays extraordinaire ici. C'est pas un pays, mais c'est une île fantastique. C'est beau, on est heureux ici, c'est magnifique. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, je crois que ce sont des amis, des véritables amis, qui croient en ce challenge qui est d'améliorer le quotidien des enfants. Qui refuserait une chose pareille quand on a eu la chance tous, autant que nous sommes, d'avoir été professionnels, d'avoir été internationaux? On a cité Christian Carambeu, mais j'aimerais citer M. Manuel Amoros, M. Didier Six, M. Alain Coriol et M. Valdo, brésilien, qui lui inculque une autre culture aussi, qui nous permet de nous appuyer dessus pour faire progresser les enfants. Bon, l'essentiel de tout cela, c'est que tout se passe vraiment très très bien. Je suis vraiment ravi. Je remercie la Guadeloupe, je remercie les familles, je remercie les enfants d'avoir cru en ce projet. Je remercie bien évidemment les gens de Corsair pour nous avoir fait confiance. Et sincèrement, je suis aujourd'hui particulièrement ému de cette situation parce que enfin, on apporte quelque chose à ces jeunes Guadeloupéens qui le méritent, qui sont français. Et je sais qu'il y a le Pôle Espoir qui fonctionne déjà très bien. Il y a aussi le CREPS, tout fonctionne très bien. Ben, écoutez, si tous réunis, on peut faire à ce que les enfants puissent partir plus tôt, on ne demande que cela. On l'a vu pour l'Euro 2016, l'engouement de la population pour le football. Quel regard portez-vous sur le jeu guadeloupéen? Sur le jeu guadeloupéen, je trouve que l'amélioration, elle est énorme. D'année en année, moi, j'ai la chance de suivre les équipes qui viennent en Coupe de France, notamment en France. Je regarde un petit peu ce qui se fait dans les différents sites que l'on a, même les enfants. Il y a déjà un savoir beaucoup plus important. Je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau à tous ces garçons qui sont éducateurs ici parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens pour travailler, les structures sont très difficiles, mais ils arrivent quand même à faire du bon travail et je crois que ça, c'est de bon augure pour la suite. Ça progresse ici, que ce soit au niveau des seniors, des petits,
à tous les niveaux, on s'aperçoit qu'il y a de gros efforts qui sont faits. Certes, on sera toujours en dessous de ce qui se fait au niveau de la métropole, mais il ne faut surtout pas baisser les bras, continuer, que d'autres comme moi, eux aussi, agissent à leur manière pour aider à ce que les progressions se fassent bien. Et puis, on avancera tranquillement, il n'y a pas à s'inquiéter. Luc Sonor, vous avez fait appel aux compétences professionnelles d'un journaliste de beIN Sport très connu. Est-ce qu'il y a aussi là une volonté de médiatiser la Guadeloupe ? Oui, c'était pour leur faire comprendre, notamment en métropole. Et Alex l'a très bien perçu comme ça. C'est mon ami Alexandre Louise, effectivement. Il n'a pas pu venir malheureusement pour des soucis familiaux, mais Alex, immédiatement, quand je lui en ai parlé, il m'a dit « Écoute mon ami, je te suis immédiatement ». Il pensait venir parce que tout simplement, il m'a dit « Moi, je vais t'aider parce qu'il ne faut pas seulement que ça reste à l'échelle antillaise, mais que de par le monde, beIN Sport, ça va dans le monde entier, de par le monde, pour qu'on puisse savoir qu'aux Antilles aussi, on a cette chance et en Guadeloupe, on a cette capacité à faire ce genre d'événement. Luc Sonor, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je suppose que vous profitez également de votre séjour pour aller à la plage. Pour l'instant, non. Pour l'instant, sincèrement, non. On est très occupés, moi et mon équipe, parce que j'ai une équipe formidable, remarquable ici, entourée avec Eddie Gerpin, avec un garçon comme... bon, je ne veux pas dire son nom d'ailleurs parce qu'il ne veut pas trop qu'on le cite, mais en tout cas, mon équipe est remarquable, on est tous bien entourés, je les remercie du fond du cœur. Je remercie encore les Guadeloupéens. Et en fait, en tout cas, les vacances, elles riment avec plage et maillot de bain. Et c'est le vêtement par excellence, mais de nombreux accessoires viennent l'agrémenter. Revue des tendances 2016 avec Linda Kayarsi, on regarde. Pur coton ou joli imprimé, le paréo accordé ou non avec son maillot de bain est indémodable. Le fleuri est très demandé. En couleur, tout marche, hein, que ce soit du foncé ou du clair, peu importe. Hein. Et les multiples combinaisons de drapage et de nouage en font plus qu'un accessoire. On peut le mettre en jupe paréo, comme ça. Je ne sais pas si j'ai le micro. Noué avec une boucle. Nous avons aussi également les boucles. On peut aussi l'attacher aussi en hauteur. Toujours avec une boucle paréo. Les tuniques et petites robes sont aussi très tendance. Le must des vêtements de plage. La tunique, il y en a plusieurs, mais moi j'ai opté pour ce modèle qui marche très bien. Quelle est la matière de ce modèle? On va dire que c'est du coton. C'est du crochet coton. Vous avez aussi, si vous ne voulez pas la tunique avec en maille, vous avez aussi la robe longue boubou en coton. Et après ça, si on veut être plus en détente, on peut avoir des petites robes à boules. Que vous voyez ici, très facile à porter. C'est sans compter sur le sarouel qui marque son grand retour depuis quelques saisons. Bien porté, c'est tout un art. Mais en termes de sarouel, de pantalon, il y a plein de choses encore qu'on peut mettre pour aller aussi à la plage. Vous pouvez trouver aussi ce produit-là. C'est le combi sarouel 9 en 1. Ah oui, on peut faire plein de choses avec. Vous pouvez faire différentes choses, 9 façons pour un seul produit. Reste à agrémenter ses vêtements de plage, d'accessoires tels qu'un chapeau, un sac en osier ou encore en tissu, pour allier l'utile à la tendance. Ce modèle a cette tendance qui marche très bien, qui plaît énormément. Et puis il y a différentes couleurs. Et même des fois aussi, on peut aussi avoir un sac en calebasse tissu qu'on pourrait porter aussi à la plage. Création fait maison même, le sac calebasse tissu. Tu as ton paréo, tu as ton sac et tu descends à la plage tranquille. Dernière touche, des bijoux fantaisie pour donner un coup de peps à votre look. Vous avez des bijoux, la carte de la Guadeloupe, les boucles d'oreilles. Nous avons aussi des créations aussi en corne de bœuf d'une créatrice de Guadeloupe. Si on a une collection en bois de couleur, qui marche, qui plaît énormément. Voilà, il y a aussi les ceintures avec toutes les couleurs. Donc là, c'est pour attacher les tuniques. On peut attacher les tuniques avec. Plus que des tongs, un drap de bain et sans oublier les lunettes et une protection solaire. Vous êtes fin prête pour une élégante journée de farniente.
Autre incontournable des vacances, le petit punch, consommé avec son traditionnel citron vert, du miel ou pris sec. Il est aussi préparé en cocktail qui ne demande qu'à être dégusté. Je vous propose de suivre avec attention la recette que vous livrent Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Alors aujourd'hui, je vais vous réaliser le petit punch passion qui est composé de quartier de citron, de jus de citron, de fruits de la passion, de sirop d'orgeat, sirop de passion et de rhum. Le rhum de Guadeloupe, un ingrédient indispensable pour réaliser un cocktail savoureux. Un rhum qui a un caractère qui représente le caractère des Guadeloupéens. Alors, dans un premier temps, je vais récupérer le quartier de citron. Je vais mettre dans mon verre. Arrosé de sirop d'orgeat, de passion, d'1 centilitre de jus de citron. Je peux rajouter déjà ma petite cuillère que je vais laisser dans le verre, suivie de la paille. Ensuite, je rajoute de la glace pilée. Très important pour que le cocktail puisse être bien frais. Il ne reste plus qu'à verser le rhum, poser la décoration, plonger de l'anis étoilé et le petit punch passion est prêt. Et ce rhum Déception fait partie de ces produits qui sont les plus consommés dans le monde, surtout dans les bars pour faire des cocktails. Plus compliqué, le spicy, du nom de ce rhum composé de vanille, de cannelle et de muscade. Une autre création de Claude Laville, celle qui a remporté le concours Bartender 2012 et a représenté la Guadeloupe au Grand Marnier 2013. Le spicy qui est composé de jus de citron, de sirop de piment végétarien, de jus de cerise et de rhum ambré. Dans mon shaker, je mets de la glace à demi remplie de glace. Ensuite, je rajoute mon jus de citron, donc 1 centilitre. Plus du sirop de piment végétarien, du jus de cerise et bien entendu du rhum. Un coup de shaker, filtrer le liquide et... Je verse délicatement. Voilà le spicy. Nous allons remplir le shaker à demi de glace. Claude Laville est passionné. Son professeur à ses côtés, employé pour la démonstration comme commis, la guide et la rassure. Nous allons rajouter le jus de citron, donc 2 petits centilitres. Claude Laville est en train de réaliser le cocktail qu'elle a baptisé la Rosée Matinale et qui lui a permis de remporter le concours de bartender en 2012. Le blanc d'œuf, donc on va mettre tout. 3 centilitres de jus d'orange, 2 petites centilitres de sirop d'orgeat, 2 centilitres de triple sec et pour terminer 2 centilitres de rhum. Comme le cocktail que je viens de réaliser, j'ai testé avec d'autres produits, ça ne passait pas. Et naturellement, avec le rhum, surtout que j'ai utilisé des produits d'ici, ça passe très bien. Au niveau du goût, au niveau de la saveur, au niveau du fait que c'est un peu légèrement épicé en bouche. Donc tout ça fait que ça sublime un cocktail. Je vous présente la Rosée Matinale. Le petit punch passion, le spicy et la Rosée Matinale. Ce sont des cocktails qui sont faits avec beaucoup de créativité et qui mettent en valeur ce rhum guadeloupéen qui est primé chaque année au Salon de l'Agriculture. Et n'oubliez pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Le petit punch est donc à consommer avec modération. Et nous partons en Guyane maintenant, où chaque année est organisé l'Urban Step Festival, une série d'ateliers qui mettent en valeur les arts de la rue. Ils ont commencé ce matin d'ailleurs avec le top rock, un style de danse directement inspiré de la breakdance. Jonathan Lariot nous donne le rythme. Dans cette salle, tout est une histoire de rythme. Et pour suivre la chorégraphie, mieux vaut ne pas perdre le tempo. Ce style de danse, c'est le top rock, un des nombreux styles qui prend sa source dans le breakdance. Et c'est entre les mains du champion du Juste Debout 2016 de top rock que les danseurs en herbe de l'Urban Step Festival découvrent et s'essaient à ce style de danse assez électrisant. C'est l'antiquité, quoi. C'est le début, c'est les racines du hip-hop. Et c'est vrai que bon, aujourd'hui on évolue, l'évolution est intéressante, mais bon, quand on évolue, c'est intéressant de savoir d'où on vient et revoir ses bases, c'est indispensable pour pouvoir évoluer proprement. C'est assez élevé, c'est assez cardio. Et voilà, mais ça travaille. Tout ce qu'on nous donne, c'est bon pour nous, c'est bon pour la danse et ça peut nous apporter un plus tard. Donc c'est très intéressant en fait de prendre plusieurs styles. C'est inspiré de musique de base qui vient de, voilà, du disco, de la funk et ainsi de suite. Maintenant, voilà, nous on appelle le breakbeat.
voilà, s'inspirer de toutes ces musiques. Donc il peut y avoir des rythmiques salsa, des rythmiques électro, des rythmiques voilà, africaines. C'est quand même c'est un BPM assez rapide en général. Donc voilà, c'est une vitesse assez rapide et c'est une danse, j'ai pas envie de dire agressive, mais si vous voulez, voilà, l'origine du breakdance, c'était pour éviter les conflits dans les années 80 à New York. Donc voilà, c'était au lieu d'aller se battre entre gangs et ainsi de suite, bah justement, on réparait ça on réglait ça sous forme de danse. Jusqu'à la fin de la semaine, plusieurs autres ateliers vont encore avoir lieu. L'Urban Step Festival n'a pas fini de nous faire découvrir son originalité. 1, 2, 10. Et c'est l'heure des informations pratiques maintenant à vos stylos. Un navire de pêche est recherché au large de Basse-Terre. Selon le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage anti-Guyane, il s'agirait du navire d'un pêcheur professionnel nommé Patience. Le Cross AG demande à toute personne disposant d'informations utiles à la recherche du navire de les communiquer sans délai. Et faites des réserves d'eau, il y aura des coupures d'électricité demain à Sainte-Anne et à Saint-François toute la journée à partir de 8 h. Un retour à la normale est prévu le mercredi, le lendemain, en début de soirée. Et si vous voulez donner votre sang, la collecte mobile sera demain au centre commercial Millénis aux Abîmes de 13 h à 17 h. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.